Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gaël de la brasserie Mogwai. Salut Gaël. Salut. Brasserie assez jeune et récente. On va revenir un peu sur le parcours après, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, Gaël ? Gaël, du coup, un des trois fondateurs et associés de Mogwai Beer Company. Je suis également le brasseur principal, on va dire. Et voilà, que dire d'autre ? Je m'occupe un petit peu des étiquettes aussi, enfin beaucoup des étiquettes, ça prend beaucoup de temps, et des réseaux sociaux, tout ça. Ok, donc comme je disais, Mogwai Beer Company, on est à Mundelsheim, Ouais. excuse-moi, je n'ai pas l'accent. On est donc frontalier de Strasbourg. Exact, périphérie Strasbourg. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton rapport à la bière, comment tu as découvert la craft Un chemin quelque peu classique en tant qu'étudiant ou autre. On se contente de boire de la bière pas chère, industrielle. On commence à en avoir marre. On déguste les bières à Belge. Je dis, ça a du goût. C'est un peu plus complexe. Après, on commence à en avoir marre aussi, un peu toujours les mêmes goûts. Après, on dit, tiens, IPA, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ouais, c'est amer, ouais, il y a plein de goûts. Et après, c'est la porte ouverte à tout autre style de bières divers et variés, venus de partout. Et ça a commencé il y a peut-être 8 ans maintenant, à peu près, quoi. Et après, la curiosité a poussé le bouchon encore un petit peu plus loin. Et puis, ça a ouvert les portes au brassage amateur. Et de fil en aiguille, on fait des rencontres, de belles rencontres. Ça débouche sur l'opportunité d'ouvrir une brasserie qui a malheureusement pas fonctionné. J'ai pu rejoindre une autre brasserie bien établie. Et après encore, le jeu des connaissances a fait que j'ai eu l'occasion de lancer Mogwai Beer Company. On va dire, pour faire simple. Mais long quand même. Donc comme tu disais, vous êtes 3 cofondateurs, 3 associés. Exact. À quel moment on en vient du coup à décider de créer sa propre brasserie ? Alors toi tu disais que tu avais déjà eu une première expérience. Le hasard de la vie, on va dire. J'ai connu Sébastien par le biais de la première brasserie pro que j'avais rejoint, celle d'un ami, c'était Crafty Tom's. Et il était client de la taproom de cette brasserie-là. Il habitait à 20 mètres, quoi. Et du coup, on se connaissait un tout petit peu. Et par un beau jour d'octobre 2021, chacun de notre côté, sans se concerter, on a vu une petite annonce comme quoi les intenables allaient déménager pour plus gros. Et du coup, ils libéraient le local où ils avaient démarré, ainsi que le matériel. Et moi, dans ma tête, c'était un projet fou parce que j'avais pas le budget, mais l'envie était là. Et Seb, de son côté, l'envie était là. Et puis, il a pensé à moi, vu qu'on se connaissait un tout petit peu. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un troisième associé, Jean-Philippe, qui revenait en France, qui est pâtissier à la base, qui a passé 4 années en Allemagne pour suivre sa femme. Il était de retour à Strasbourg, plus l'envie de faire la pâtisserie. Et puis voilà, le hasard des choses a fait que tous les trois, on s'est goupillés ensemble pour faire Mogwai Beer Company. Pourquoi le choix du nom de Mogwai Beer Company ? Un lien quelconque avec Gizmo ? Plus ou moins, ouais. Mine de rien, trouver un nom de brasserie, c'est très très compliqué. Un nom catchy qui soit attirant, qui attire l'oreille et qui veuille dire quelque chose et qui plaise à 3 personnes différentes, c'est pas évident. Donc ce qui était sûr, c'est qu'on voulait un nom court qui sonne bien. Anglais ou français, on a longuement hésité. Et, une des pistes à un moment qu'on avait, c'était... En fait, déjà, Mogwai, c'est un nom qui nous plaisait parce que c'est un groupe de musique qui nous plaît, mais voilà, on est parti du principe que c'est un peu abusé de piquer le nom d'un groupe de musique. Et une des pistes qu'on avait, c'était les créatures mythologiques, que ce soit romaines, grecques, égyptiennes, nordiques ou autres. Et dans la liste de ces créatures mythologiques, on voyait Mogwai. Putain, qu'est-ce que ça fout là ? Et là, on a découvert que ça fait partie du folklore chinois. Okay. Un Mogwai, c'est un petit lutin malfaisant à l'encontre des humains qui se reproduit au contact avec la pluie. Donc en fait, les films Gremlins sont basés sur le folklore chinois. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le premier film débute à Chinatown, c'est un petit ref. Dans une espèce de petite échoppe chinoise. Là. Voilà, et à partir de là, on s'est dit que c'est un nom commun, c'est pas un mot qui était inventé de toutes pièces, et donc go, quoi. Et du coup, ça fait aussi référence à la pop culture dont nous sommes tous les trois friands, et ça se retrouve un petit peu
dans les visuels de nos c'est canettes. quelque chose que j'avais un peu noté, on reviendra dessus un peu plus tard. Tu l'as précisé un peu plus tôt, donc le local dans lequel est installée la brasserie, vous l'avez du coup récupéré des intenables qui avaient déjà leur brasserie, qui eux-mêmes l'avaient récupéré du coup de Crafty Tom's, donc un peu la boucle qui est bouclée pour toi. C'est ça, ouais, retour aux sources. Donc les intenables, eux, ont déménagé pour s'agrandir. Ouais. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients comme ça à récupérer une brasserie clé en main? Avantage, on nous file les clés et pouf, ça démarre tout de suite. Donc très très gros avantage pour ne pas perdre de temps et produire tout de suite. Inconvénient, pas trop, si ce n'est que du coup ça fiche une sacrée pression parce que les intenables ont sorti de très bonnes bières de cette install et du coup si on se rate, on passe un peu pour des gros blaireaux. Après, on reviendra un peu dessus après, mais dans les bières que brasse Mogwai, il y a un peu de tous les styles, dont des choses assez peu communes. C'était peut-être aussi, si la brasserie telle qu'elle te convient et donc elle est adaptée, c'est peut-être aussi un petit coup de chance. Il y a peut-être des spécificités de matos qui font que ça n'aurait pas pu être possible de faire ce type de bière-là. Disons que c'est un matos qui permet de faire les choses bien, ne serait-ce qu'on va dire des fermenteurs isobarométriques, donc qui gèrent la pression, qui sont thermorégulés, donc on peut régler la température, et ça c'est déjà 2 points clés pour faire des bières de qualité, parce que la fermentation, c'est vraiment un point critique où il ne faut pas se louper, quoi. Ouais, alors tu le disais juste avant, les intenables ont sorti des belles bières de cette brasserie. C'est une brasserie qui, mine de rien, a plutôt une bonne presse auprès des consommateurs et amateurs de bière craft. Très. Il y a eu une petite passation, ils vous ont donné un coup de main pour vous former, pour réussir à tirer le plein potentiel du matos. Ouais, bien sûr, il y a eu une période de formation, on va dire, d'une journée. Moi j'avais déjà brassé il y a 2-3 ans dessus à l'époque de Crafty Tom's, mais bon... J'ai eu le temps de faire, on va dire, 3 brassins en pleine autonomie. Entre-temps, je me suis retrouvé à brasser sur une autre install, dans une autre brasserie. Donc forcément, j'ai un peu perdu la main sur toutes les petites subtilités, on va dire. Après, le fait d'avoir cette expérience dans les 2 années dans l'autre brasserie, ça m'a beaucoup aidé à vite capter un peu comment ça fonctionne, comment ça tourne, quoi. Après, il y a forcément des petits détails à gauche et à droite, des petites boulettes qui se font, mais qui permettent d'apprendre très rapidement de ses erreurs, quoi. Et puis go. On l'évoquait au tout début, Mogwai, ça reste une brasserie très jeune. Oui. Donc c'est quoi, vous avez récupéré, vous avez fondé en gros l'entreprise début 2022, vers mars. Avec création de la société, pour toute la partie administrative. Ouais. Première bière brassée en mai et première sortie en juin 2022. Exact. Donc là, au moment où on enregistre, ça fait 1 an et 2 mois on va dire de commercialisation. Oui. Ça s'est bien passé cette première année, ça a été... Beaucoup mieux que ce qu'on espérait dans nos rêves les plus fous. Ouais, on a eu la chance assez rapidement de faire le bière à Lille en septembre. On y avait présenté la 2e vague de nos bières. Et on a eu de très bons contacts avec des distributeurs. Et du coup, dans la foulée, on va dire septembre-octobre, on s'est déjà retrouvé à être distribué en national, quoi. Le truc qu'on s'imaginait absolument pas faire avant au moins 2 ans d'existence, quoi. Donc, truc complètement dingue qui nous a beaucoup aidé à bien démarrer. Ouais. Et à se faire connaître et oui, carrément, ouais. Pour parler un petit peu matos, même si ça parlera pas forcément à tout le monde, et on est sur une salle à brasser de 5 hectos. Oui, donc 500 litres. Ouais, 500 litres, derrière tu as des fermenteurs de 5, 10 et 20. Non, on a 5 fermenteurs de 10 hectos, donc 5 fermenteurs de 1000 litres et 2 de 2000 litres. Ouais. Ça va, ça vous donne quoi comme production sur la première année au total? On a fait environ 600 ou 700 hectos, à peu près. Donc tu penses que loin d'être vilain, ouais. Et la brasserie peut monter à combien si ça tourne à... D'après les entendables de leur expérience, ils avaient estimé à 1000-1100 à l'année. Ouais, donc il y a encore un peu de marge de progression. Après, on va pas atteindre des volumes... Non, après, produire c'est bien, mais vendre c'est encore mieux aussi. Voilà. Et là, sur une première année, sur ces c'est environ, tu disais 600 hectos produits, ça va, ça a été... Ouais, plus que... on est quasiment... on va dire à peu de choses préparées en vendu. On va dire 700 produits, peut-être 500 vendus. 700 produits, 500 vendus, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est loin d'être vilain, on est très content. Pour un démarrage, c'est cool. La brasserie a quand même fait rapidement parler d'elle au lancement, avec des recettes de bière un peu atypiques. Notamment sur la première vague, il y a eu Pizza Guédon, une gauze à la pizza.
Et depuis, sur les vagues suivantes, on a eu une bière à la tarte flambée, une réédition de la pizza guédon et une pizza guédon version ananas avec donc de l'ananas en plus et aussi un peu de piment. Exact. C'était quoi l'idée derrière ces recettes-là? Il y avait une volonté juste créative? Est-ce que c'était aussi un petit peu un moyen de se dire on va faire des recettes qui peuvent un peu faire parler pour le lancement? Il y a un peu de tout? Bah, disons qu'en France, de nos jours, il y a quand même, mine de rien, aux alentours de 2500 brasseries. Donc si c'est juste pour être une brasserie de plus parmi tant d'autres, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc l'envie, c'est vraiment de faire proposer des bières créatives, différentes, originales, et de surprendre les gens, quoi. Donc pour faire simple, des bières débiles, ou des choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs. Et c'est aussi ce qu'on essaye de proposer dans nos sour aux fruits, faire des associations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, ou même dans les bières un peu plus classiques qu'on revisite, pareil, c'est de trouver le petit twist en plus qui n'a pas forcément été vu ailleurs. Et voilà, c'est un peu dans notre ADN ce qu'on a envie de faire et ce qu'on essaye de faire. Ouais. D'ailleurs, les pizzagos, c'est quelque chose qu'on a pas mal vu sur la scène russe. Oui. J'ai l'impression que c'est un truc très à eux là-bas. T'as pas mal de brasseries qui en ont fait, surtout... je sais plus comment s'appelle cette brasserie qui en a fait peut-être 5 ou 6 versions. C'était Self-Made, ouais. Self-Made Brewery. Il y en a plusieurs autres qui en ont fait dans le même style. C'était une inspiration de ton côté ou... Bah, étant un petit peu beer geek à la base, j'étais tombé sur la Pizza Boy de Self-Made justement, et c'est cette bière qui m'avait fait un effet wow il y a genre 4 ans, quelque chose comme ça. Et en tant que brasseur amateur, j'aimais bien aussi faire des bières complètement barrées, et celle-là, je me dis c'est obligé, faut que j'essaye de la faire à la maison, quoi. Et j'avais envoyé un mail à Self-Made pour savoir comment ils avaient équilibré les épices ou autre. Et à ma grande stupéfaction, ils ont rapidement répondu. Donc ça m'a donné de gros indices. Après, j'ai retravaillé la recette à ma façon. C'est pas un copier-coller. Et l'effet était très réussi en brassage amateur. Et après, j'avais aucune prétention à cette époque-là de faire ça dans une grosse brasserie, enfin dans une brasserie pro, d'avoir ma brasserie. Et donc voilà, après, les choses ont fait que ça s'est produit. Et s'il y avait bien une bière débile à faire pour faire coucou, on existe, bah, c'était celle-ci, quoi. Et j'étais pas convaincu. C'est plus Seb et Jean-Philippe qui ont dit faut le faire. Et on l'a fait. Sur un lancement, du coup, parce que c'est sur la première vague, il y a 6 ou 7 bières. En fait, 7 fermenteurs, donc 7 bières différentes, et on avait continué sur cette formule-là jusqu'à début 2023. Donc c'est pour ça qu'on s'est assez rapidement retrouvé avec beaucoup de bières différentes sorties en très peu de temps. Et donc sur une première vague de 7 bières, dedans, je me retrouve avec une bière à la pizza. Ça a créé quoi comme, on va dire, comme... engouement ou attente autour de la brasserie? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une communication, que les potentiels clients et consommateurs étaient interloqués, ça crée de l'engouement? Le bière à Lille, ça a été un beau crash test à ce niveau-là, mais ça a suscité un engouement qui était assez énorme et qui a vraiment dépassé nos attentes. Et je sais pas, en 3 heures, le fût a été pété, et l'heure suivante, les 2 cartons qu'on a eu ont été vidés, quoi, et les gens continuaient à venir nous voir. Ouais, c'est vous qui faites la bière à la pizza. Et oui, mais on n'en a plus. Et voilà, et ça a fait parler, ça a fait beaucoup parler, on va pas se mentir. Après, c'était pas quelque chose de très calculé, parce que calculé. C'est sûr qu'on savait que ça allait faire parler ce genre de bière. Mais de là à ce que ça fasse un buzz, on s'y attendait pas forcément. Mais après, s'il y a aussi le challenge technique qui est super intéressant, c'est comment retranscrire un plat solide en version liquide dans une bière, quoi. C'est un exercice qui est super intéressant, qui est assez casse-gueule, mais qui est intéressant. Et c'est ça qui rend le métier cool aussi. Et nous, on n'est pas trop plan-plan, on aime bien un peu trouver de nouvelles idées et trouver les équilibres pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant, quoi. Et du coup, techniquement, une bière à la pizza, c'est quoi? C'est de la tomate et des épices? Ouais, en gros, ce que tu mets sur la pâte à pizza, tu le mets dans la bière pour schématiser, quoi. Après, la tomate, on a cherché l'efficacité. Si tu utilises la tomate fraîche, tu vas plus dégager de la flotte que vraiment de l'aromatique, surtout selon les saisons. Donc, pour être vraiment efficace, on a utilisé du double concentré de tomate, tout simplement. Ok.
Comme je le disais au début, la brasserie est jeune, créée en 2022. Yes. Tu l'as même évoqué toi-même, un marché qui maintenant en France comprend à peu près 2500 brasseries. Donc se lancer comme ça avec une microbrasserie en 2022 sur un marché qui est assez développé, presque même saturé, ça c'était pas trop compliqué. Il y a des spécificités à ce genre de lancement? Bah, il y a toujours une certaine forme de pression, c'est sûr. Beaucoup de brasseries. Est-ce qu'on va réussir à se démarquer et comment réussir à se démarquer? Donc, comment se réussir à se démarquer? Bah, justement, c'est l'optique des bières éphémères, proposer de la nouveauté tout le temps et en proposant des bières qui soient atypiques, qui puissent susciter l'envie, quoi. Après, ça se joue aussi sur les visuels, on va dire, des étiquettes. On essaie de trouver des visuels déjà qui matchent avec le nom, qui est des références geek ou de la pop culture. Essayer de faire matcher les deux ensemble et voilà. Et ça a l'air de prendre, donc c'est cool. Mais comme tu le disais, oui, la première année en tout cas est réussie. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Bon, tu me disais que avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que pour le moment, tu avais une répartition des ventes qui était majoritairement nationale et en dehors de la région. Oui. Donc en général, c'est déjà plutôt un bon signe pour se lancer. Bon signe, ou ça peut être inquiétant parce que, on va dire, vaut mieux miser sur le local parce qu'on ne sait jamais en national. Est-ce que on va pas, entre guillemets, se faire piquer la place par des nouvelles locales qui peuvent être plus intéressantes pour telle ou telle région et voilà, on va dire, on peut quand même dire qu'on marche sur des œufs, mais faut assurer derrière qu'on n'a pas trop droit à l'erreur, on va dire. Il y a beaucoup de monde sur le secteur, il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc voilà, faut pas baisser sa garde. On va dire, faut aussi faire acte de présence, faut se déplacer, faut faire des TTO, faut faire des festivals. Voilà, faut bouger, faut se faire connaître, faut faire acte de présence et voilà, faut pas baisser les bras, baisser la garde. Au lancement, comment vous avez défini les styles que vous vouliez brasser, la gamme? Il y avait un public plutôt visé? Est-ce que vous cherchiez déjà plutôt à faire des produits pour Beer Geek ou c'était brasser ce que vous aimiez? Un peu tout ça, forcément. Notre créneau, on va dire, c'est un peu le Beer Geek, mais sans mettre les autres, le public plus large, sur le banc de touche, quoi. Donc, quels que soient les événements, on est toujours là pour faire preuve de pédagogie, expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, avoir des bières peut-être un peu plus compliquées à boire, mais aussi d'autres en parallèle, faciles d'accès. On essaie d'être vraiment polyvalent et toucher un max de public. Je vais revenir un peu sur la partie pop culture qu'on a déjà évoquée 2-3 fois. Alors, finalement, le nom fait aussi un peu appel à de la pop culture, mais peut-être plus par hasard, comme tu l'expliquais tout à l'heure, puisque on connaît les Mogwai via Gremlins, mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même plus que ça derrière. Tu parles de la mythologie chinoise, de l'inspiration du groupe de musique aussi. Mais à côté de ça, sur les visuels des étiquettes, les noms des bières, on sent qu'il y a quand même une inspiration pop culture années 80-90. C'est quelque chose qui tenait à cœur à vous trois fondateurs. Vous avez un peu un amour de ce genre de... Ouais, de totalement. Bon, on est des vieux cons, donc on a toujours une certaine nostalgie qu'on essaie de faire retranscrire ici et là. Et ouais, c'est une imagerie qu'on aime beaucoup et qui nous parle. Et puis voilà, ça fait toujours des petites histoires à raconter. Et mine de rien, notre public est quand même pas mal trentenaire, quarantenaire. Donc c'est aussi une imagerie qui peut leur faire parler, quoi. Ne serait-ce que... ce qu'on avait fait, les Citra ou Strata, c'est plus fort que toi, en hommage à Sega, avec le slogan Sega, c'est plus fort que toi, et des hérissons qui font rappel à Sonic, le hérisson. Le bleu qu'on utilise dans le texte, c'est le même bleu que le logo Sega. Enfin, voilà, il y a des petites subtilités comme ça qu'on s'amuse à mettre, à planquer plus ou moins discrètement, quoi. Bon, maintenant, on parlait de cette première année de lancement. Sur la suite, c'est quoi les intentions, les objectifs de la brasserie? En termes de je sais pas, d'évolution, est-ce qu'il y a une gamme permanente qui va arriver? Est-ce que je sais pas, peut-être que vous allez chercher à produire des bières peut-être plus accessibles justement pour aller chercher du marché local, ou on reste dans cette optique à 100%? Non, on va un peu continuer sur ce qu'on fait actuellement. Gamme permanente, c'est une question qu'on se pose de temps en temps, qu'on nous demande aussi, mais c'est pas le gros de la demande, on va dire. C'est sûr qu'il y a une partie du public assez restreinte, mine de rien, je trouve. J'ai l'impression, en tout cas, qui aime avoir son réconfort toute l'année. J'aime bien cette bière, j'aime bien l'avoir toute l'année. Alors qu'il y en a d'autres qui sont friands de nouveautés, que ce soit les cavistes, les bars ou même la clientèle. Donc,
c'est un sujet vraiment qu'on se pose depuis le début. Pour l'instant, on continue comme ça. On verra où ça nous mène. Après, ça permet d'expérimenter pas mal de choses. Et si on voit qu'il y en a une qui suscite vraiment l'envie, peut-être qu'on sera amené à la faire en permanent. Mais si on fait une gamme permanente, c'est 3-4 bières et pas plus, quoi. Ouais. On va dire celle qu'on fait revenir chaque année pour l'instant, c'est la Pizzageddon. À voir si ça va pas trop lasser les gens à la longue, parce que c'est une bière plus de partage, une canette tout seul. Clairement, c'est pas comme ça qu'elle se consomme. C'est comme une vraie pizza où on va dire chacun prend sa tranche et puis voilà. Et donc voilà, si on fait une Pizzageddon par an, c'est peut-être juste une variante comme on a fait avec la hawaïenne cette année. À voir, quoi. Pour l'instant, on va dire on reste sur la formule éphémère et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore évoqué, mais la brasserie conditionne ses bières exclusivement en canette, enfin en fût aussi, mais sur la partie vente à emporter, c'est exclusivement de la canette, 44 centilitres. Exact. C'était un choix au lancement, c'était une contrainte technique. À la base, on aurait préféré peut-être du 33 centilitres. Ouais. Justement, pour proposer des bières moins chères. Ouais. Une canette 33 forcément coûtera moins cher qu'une 44, mais la machine qu'on a ne permet pas de switcher d'un format à l'autre. Typiquement, si on avait la possibilité, on l'aurait fait sur la Pizzageddon ou la Flamingos pour des bières plus compliquées à boire ou des bières plus fortes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et bon, investir dans une nouvelle encanneuse, c'est un sacré budget, surtout qu'on a déjà eu un bel emprunt pour reprendre tout ça, quoi. Donc, à voir à terme. Si on doit changer d'encanneuse, forcément, on switchera sur un modèle qui permettra de changer de format. Voilà, exact. Mais pour l'instant, malheureusement, on doit se contenter du 44. Ouais. Après, c'est un format qui, en général, plaît bien aux bières geeks. C'est peut-être plus adapté à des bières de soif, on va dire. Ouais, des bières de soif pour bières geeks. Un mazout à 44, c'est un peu plus ardu, mais privilégiant le partage. La grande question, c'est est-ce que pour un bière geek, une double IPA ou une double NIPA, c'est une bière de soif? Oui. 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 D'ailleurs, on a quand même beaucoup parlé de la Pizzageddon jusqu'à maintenant, mais quels sont les différents styles qu'a travaillé la brasserie jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'a pas fait que des bières à la pizza ou à la tarte flambée. Du tout, non. Il y a quand même eu des choses dans tous les sens, de tous les styles, de l'acide, de la houblonnée, ou même des styles parfois un peu plus traditionnels, mais revisités avec un petit twist. Ouais, exact. Faire peut-être un petit descriptif du florilège de tes recettes préférées. Préféré, oula, il n'y en a pas beaucoup, non je plaisante. Déjà, bière houblonnée, nous on tape vraiment absolument dans toutes les sous-catégories des IPA, quoi. On a fait Session, Cold, NEIPA, double IPA, NEIPA. Après nous, en houblonnée, on est assez friand de ce que nous, on classifie en old school, c'est-à-dire les IPA qu'on buvait il y a 5-6 ans. Les IPA bien sèches, bien amères, voilà. NEIPA, c'est intéressant pour la partie technique. C'est un style de bière très technique à brasser, mais c'est pas ce qu'on préfère boire. Pour nous, c'est plus lassant. Donc on en fait parce qu'il y a un public pour ça et que c'est toujours intéressant à faire. Mais après, en houblonné, on aime bien les old school, quoi. Que ce soit double IPA ou IPA. Après, pour le reste, des sours aux fruits, ou comme dit, on essaye de faire des associations plutôt originales qu'on croise pas à tous les coins de rue, on va dire. En traditionnel, on a fait une pils à l'herbe de bison, par exemple, ou l'herbe de bison qu'on trouve dans la vodka Zubrowska. Mais contrairement à ce qu'on serait tenté de penser, ça apporte pas des notes herbacées, mais de vanille. Donc c'est plutôt intéressant. Mais on garde toujours le profil pils, un truc avec une bière qui soit clean et crisp, mais avec le petit twist derrière. Et on avait fait pareil pour une Martsen au poivron de Java, donc une bière ambrée, on va dire, de fermentation basse, mais qui réchauffe la bouche par le poivre de Java et qui apporte aussi des petites notes d'agrumes. Prochainement, je sais pas quand tu diffuses l'émission, ça sortira pas tout de suite. Et voilà, on va faire une Kölsch fleur de sureau, toujours pour garder le côté tradi, mais avec le petit truc sureau. C'est assez classique dans la bière, mais c'est quelque chose qui peut se marier justement avec des bières simples comme ça, quoi. Et voilà, et puis la suite, on continuera de faire des bières à la con, on continuera de faire des bières houblonnées, et voilà, quoi. Des petites idées déjà sur les prochaines recettes de bières un peu loufoques. Mais c'est plus marrant de garder la surprise, le suspense. Bien sûr. On a fait des essais justement pour les bières un peu pétées comme ça. Il y a quand même souvent un gros travail d'équilibre à faire entre les différents ingrédients. Et
c'est quand même assez risqué de le faire tout de suite en one shot sur du 1000 litres, on va dire. Donc, Ouais. Donc, du coup, toi, tu fais un peu de tests en petits batchs sur du je brassard. fais moi où j'ai sous-traité un très cher stagiaire qui a profité de son passage là pour faire ça pour nous, donc c'est cool. Et ouais, donc c'est le format amateur est toujours bien, je trouve, de garder en parallèle quand on fait ce genre de bière. Ça permet de limiter un peu la casse. Oui, forcément. Toi, juste comme ça, à titre perso, tu parlais des West Coast, c'est le style que tu préfères boire, toute bière confondue, je ouais. préfère, ouais. Ouais. Là, c'est cool, ça commence à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, cool. On aurait aimé être un peu plus seul, on va dire, sur le marché des West Coast, mais bon, je plaisante. Mais non, c'est cool que ce style de bière revienne, et c'est un sentiment que j'avais personnel, c'est NEIPA, c'est sympa, mais je trouve qu'on sature vite, on tourne vite en rond. Et un petit retour aux sources à des bières houblonnées, ça fait super plaisir. Et voilà, nous, c'est un créneau qui nous plaît vachement, et on en sort, et on en sortira régulièrement, quoi. Ouais, les bières houblonnées, en plus, t'es sur un marché en tout cas, qui est beaucoup plus riche, qui pourrait nous le laisser penser quand tu vois toutes les NEIPA qui sortent. Mais tu peux aller travailler de la Black IPA, de la Sour IPA, de la Brut IPA. Vous avez fait une Cold IPA récemment. Il y a quand même des styles et des manières de travailler le houblon de plus en plus variées. Exact. C'est des choses que vous allez aussi un peu expérimenter, parce qu'il y a quand même l'aspect, mine de rien, commercial. Il faut quand même vendre ses bières derrière. Et on sait qu'il y a des styles qui sont plus compliqués à vendre. Donc comment on trouve l'équilibre ? Bah justement, en faisant plein de bières éphémères, comme ça on peut prendre le risque avec une ou deux bières. Par exemple, on a fait une Black IPA, clairement ça se vend pas terrible, c'est vraiment de la vente sur le long terme, mais on avait envie de le faire parce que ça permet de faire de garnir notre collection de Pokémon, de garnir notre Pokédex en style de bière, et puis ça change un petit peu, quoi. Une bière houblonnée qui soit un peu plus maltée. On a aussi fait une Red IPA qui est très intéressant, qu'on voit pas souvent. Bah voilà, nous on en a fait une. Et voilà, on aime proposer des choses différentes, avoir un panel assez riche et diversifié. Et d'ailleurs, quand on étale nos canettes dans les festoches, il y a facilement une quinzaine de canettes sur la table. Donc les gens, ils ont du choix, et c'est cool pour eux. Et c'est cool pour nous d'un point de vue créatif et brassicole, quoi. Ça permet de changer le train-train quotidien, ne serait-ce qu'au terme des flaveurs, des odeurs qui émanent de la brasserie. Tu dis, oh purée, c'est la première fois que je sens du malt là-dedans, ça faisait longtemps. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça change. Est-ce qu'il y a des styles peut-être un peu historiques ou oubliés que t'aimerais refaire venir sur le devant de la scène? On voit des fois des petites vagues comme ça de brasseries qui d'un coup se mettent à faire, je sais pas, on a eu on va redire les lagers, mais ça c'est un petit peu le marronnier, ça revient tous les ans. Mais il y a aussi, là dernièrement, on a vu quelques Liechtensteiner, des trucs dans ce genre-là. Est-ce qu'il y a des styles comme ça, toi, qui t'inspireraient, soit tel quel, soit en base pour travailler quelque chose? Je vais refaire un Kvass, un truc comme ça, les bières nordiques, j'aimerais bien faire avec infusion de baie de genévrier, mais avant de le faire, j'aimerais bien pouvoir en goûter, histoire d'avoir quand même une petite référence. Après, c'est pas les ressources qui manquent sur Internet, les données et tout ça. Mais ouais, j'aimerais ce genre de choses pour le fun, j'aimerais bien qu'on fasse, quoi. Ou même un truc qu'on trouve plus en Amérique du Sud, c'est les tepache, c'est les espèces de vins d'ananas. Donc des petits trucs comme ça qu'on pourrait essayer de s'amuser à faire. On serait grave chaud. Est-ce qu'il y a alors là, peut-être pas tout de suite parce que la brasserie est encore assez jeune et que, mine de rien, il y a encore plein de choses à faire en bière, à expérimenter. Est-ce qu'à terme, il y aurait peut-être une envie d'aller explorer d'autres choses, peut-être des softs, des bières sans alcool? On voit par exemple 90 BPM qui a expérimenté avec de l'eau houblonnée. Il y a de plus en plus de brasseries qui essaient de se lancer à côté une petite gamme soit de bières sans alcool, de boissons non alcoolisées, de choses comme ça. Ou alors dans l'autre opposé, des spiritueux. Les softs, c'est pas le truc sur lequel on va le plus s'orienter, même si on est en train de faire des petits essais de limonade. Donc à voir, peut-être que on va bifurquer un petit peu dessus occasionnellement. Spiritueux, je pense pas, parce que c'est tout de suite du matos un peu différent et c'est aussi un savoir-faire qu'on n'a clairement pas. Là, on sait qu'on est totalement au courant qu'il y a une demande sur les bières sans alcool. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tente des bières très faibles en alcool. L'année dernière, on avait une session IPA à 3,2. Cette année, là, on propose toujours une micro sour à 1 degré seulement, avec du maté et du citron vert.
Donc voilà, on va peut-être plus s'orienter de temps en temps sur des bières légères en alcool. Ouais, le low alcool qui est peut-être aussi plus accessible, plus facile à produire pour une brasserie craft. Non, justement, non. Non, même pas. Non, du tout. Par rapport à du compliqué. sans alcool, je veux dire. Non, pas Même forcément. pas. En fait, les bières faibles en alcool, c'est très compliqué parce que déjà, c'est très fragile du point de vue bactériologique. Ouais. C'est aussi un peu comme les pils, hein, c'est comme on dit en anglais, there's nowhere to hide. Hein, le moindre défaut, il t'explose à la bouche. Et aussi, c'est avec les bières faibles en alcool, souvent on se trouve avec un corps qui est très flotteux et c'est pas très agréable à boire, quoi. Donc il y a pas mal de travail pour sortir des choses correctes en sans alcool et c'est un truc sur lequel on essaie de s'orienter, quoi. Pour l'instant, c'est pas trop. On est plutôt satisfait de ce qu'on fait, mais si on veut s'approcher des 0,5 comme certains le font, comme le Père à la Mer avec son eau de nuage ou du Athletic Brewing, du Big Drop ou du Brûlot ou les trucs comme ça, c'est encore un autre boulot. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mogwai sur les prochains mois, prochaines années, l'expérimentation sur des nouveaux styles, sur oui, une croissance, je te les souhaite en tout cas, mais c'est possible, bien sûr. Achetez-nous, s'il vous plaît. Oui, on va continuer d'expérimenter. On a nos premières bières en barrique qu'on va essayer de sortir à la fin de l'année, si on a le temps. Ouais. Sinon, ça va dormir encore un petit peu jusqu'à si le temps et la barrique fait bien son travail. Exactement, ouais. On a notre première wild qui est en cours, donc ça sera pas avant l'année prochaine vu que ça prend du temps. Après, est-ce qu'on va la barriquer ou pas, telle est la question, on verra. Peut-être qu'on fera 2 versions. Enfin bref, il y a pas mal de trucs dans le tuyau et voilà. Après, on va continuer à taper dans tous les styles, à essayer de proposer des choses originales et voilà, toujours faire en sorte que la qualité soit là ou encore mieux. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans le brassage de bières éphémères et dans plein de styles, c'est que ça permet d'apprendre peut-être plus rapidement que de faire tout le temps la même chose, en fait. Voir jusqu'où on peut pousser les potards en termes de minéralité, au niveau dosage des houblons, des fruits, des épices, des herbes, et tutti quanti. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu aurais voulu aborder dans ce podcast que j'aurais négligé? Non, tu fais très bien ton travail. Après, petit détail, j'en sais rien. Moi, je veux pas faire ma pleureuse, mais c'est vrai que il y a une demande en bière à la con et on est très content de le faire, mais ça, parce qu'il y a un public pour les bières à la con. Mais dès qu'on touche, ce qui est un peu frustrant justement avec la Pizzageddon ou la Flamingo, ce qu'on a fait, c'est que les journaux, les médias locaux, ils s'intéressent à nous juste parce qu'on a fait ces bières à la con. Ils s'intéressent pas pour le reste. Et du coup, ces articles-là, ils déclenchent une vague de commentaires de gens, mais t'as envie de... Tu perds foi en l'humanité, mais pourquoi vous êtes aussi méchants? Vous avez rien fait, c'est que de la bière, calmez-vous les gens. Et quand tu vois que le grand public a encore du mal à accepter certains styles craft, ne serait-ce que les New England IPA, où on parle même pas des sour, alors je pense que quand tu leur mets une bière à la pizza sous le nez, ça doit être encore plus compliqué. Mais en effet, quand j'ai préparé le podcast, j'ai fait évidemment quelques recherches, et rapidement on tombe sur des articles qui parlent de bière à la pizza et ainsi de suite. C'est ce qui fait parler. C'est ça aussi un peu le revers de la médaille, c'est que ça fait parler, mais il y a une petite application que tu dois connaître très bien qui s'appelle Untappd. Donc oui, ça fait parler. Donc oui, il y a plein de gens qui veulent boire ces bières, mais on se fait détruire après sur Untappd. Genre, ok, c'est bien fait par rapport à l'intitulé, mais c'est pas bon. Ou mais c'est compliqué à boire. Et du coup, on se retrouve avec notre moyenne Untappd qui se fait chuter. Et quand t'as des professionnels de la bière qui se basent sur les moyennes Untappd, ça, disons, on vous prend pas parce que c'est pas assez haut. Alors que c'est détaillé à la con, tu vires ces 2-3 bières à la con qu'on a fait. Qui en plus, j'imagine. Enfin voilà, la moyenne, elle grimperait davantage parce que genre la Pizzageddon, la Flamingo, on se tape avec des 1, des 0,25, des 0,5. Et voilà, c'est l'effet pervers de la chose. Ça fait parler, mais d'un point de vue réseautage ou professionnel, ça peut faire du mal en fait. Et puis en plus, le côté pervers de ce genre de choses, c'est qu'une bière comme la Pizzageddon, tu disais, c'est une bière de partage. Donc sur une canette, tu vas peut-être avoir 3 ou 4 notes Untappd différentes. Exact. Et donc tu multiplies cet effet. Après, de manière générale, est-ce que
tu es satisfait des retours des consommateurs qui boivent les bières Mogwai, que ce soit via une table ou je sais pas, les messages que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est toujours ça qui est un peu grisant, quoi. C'est la réaction des gens. Et ça fait sacrément plaisir et c'est ça qui me motive à continuer l'aventure aussi. Et voilà, quand on fait les bières à la con, il y a aussi l'effet. Enfin, c'est toujours marrant de voir le visage des gens quand ils boivent ces bières-là, que ce soit pendant les TTO, les sessions déguste ou les festoches. C'est putain, on dirait une pizza, ouais, c'est dingue. J'ai l'impression de boire les biscuits apéro. Ouais, ça, les belins. Ouais, après, tiens, ils vont voir leur pote, tiens, goûte ça. Mais c'est quoi? Après, waouh, c'est tous les visages qui s'illuminent et tout. C'est super kiffant à voir. Et voilà, c'est ce qui rend le métier super cool et super plaisant. Et voilà. Tu vois, je regarde du coup la page Untapped de la brasserie. Alors, en effet, du coup, tu te retrouves avec les bières en plus notées, avec Pizza Guédon et Flamingos, qui sont celles qui ont le plus de notes. Ouais. Après, un Pizza Guédon qu'il a actuellement un 3,84, quand même, par rapport au style, je trouve plutôt très bien. Oui, clairement, c'est sûr. On est sur un style un peu casse-gueule, donc la Flamingos un peu plus contrastée, on va dire. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres bières avec des styles plus conventionnels, on va dire, dans le milieu de la craft, et qui ont vraisemblablement reçu un très bon accueil. La Kiwi Slang avec un 4,13, en IPA, tu as la Vadé Rétro à 4,03, tu as plusieurs bières qui vont aller flirter autour des 4 sur des styles plus traditionnels. Tu penses que vous avez réussi quand même à vous faire une image qui ne reste pas enfermée à ces bières loufoques et que les gens apprécient la brasserie pour tout ce que vous faites? Je l'espère. La perception que j'ai, c'est que Mogwai, ça reste toujours affilié Pizza Guédon, Flamingos. Ouais. Après, si ça peut amener ces personnes-là à essayer les autres styles qu'on fait et qu'ils se rendent compte que oui, ça tient la route, cool, c'est banco, quoi. C'est marrant, moi, en fait, ça me fait penser, je fais une petite analogie, à l'épisode que j'avais fait avec Iron, avec David d'Iron, qui lui aussi, du coup, est très réputé pour ses bières loufoques en tout genre. Alors, je précise juste qu'on n'a pas envie d'être un Iron Beast, on n'a pas envie de marcher sur ses plates-bandes, il fait très bien ses trucs, et voilà. Total respect à David, si tu m'écoutes, au Poutou, et t'inquiète, on veut pas être un Iron Beast. Mais tu vois, lui, justement, nous expliquait pendant le podcast que j'ai fait avec lui que lui, toutes ses recettes, en tout cas, elle les pensait plus dans un aspect culinaire, un peu comme tu nous disais sur la Pizza Guédon, où il y a tout un travail d'équilibre. Lui, c'est pareil, il disait qu'il s'inspirait de recettes de cuisine, il disait ça pourrait être intéressant de travailler ces ingrédients dans la bière, et qu'il était un petit peu maintenant lassé aussi d'être enfermé dans la case de la brasserie loufoque, et qu'il aimerait pouvoir bien vendre d'autres bières qu'il fait très bien aussi. C'est pour ça qu'il commence à faire des Naipa ou des choses. Après, à notre décharge, on va dire, Sébastien fait du consulting en cuisine, il fait des ateliers de cuisine, et comme je disais plus tôt, Jean-Philippe est pâtissier à la base, donc forcément ce sont des expériences cumulées qui font que dans cette quête à faire des bières créatives et originales, ils amènent leur expérience par rapport aux ingrédients qu'ils ont pu travailler. Et c'est marrant justement parce que Jean-Philippe, qui est pâtissier et qui baigne absolument pas dans le milieu de la bière, il découvre le milieu de la bière avec Mogwai Beer Company, et il suggérait plein d'associations de fruits ou autres de son expérience de pâtissier. Il dit mais bon, ça a déjà été fait, donc c'est cool. Il n'est pas du milieu, mais il a tout de suite compris les codes de la craft et de ce qu'il peut apporter. Et via son expérience, il peut peut-être apporter quelque chose de différent. C'est ça qui est frustrant pour lui, c'est qu'il a ses idées pâtissières. Je dis, moi, comme dit, j'ai pas envie qu'on fasse de bière qui soit déjà faite ou trop faite par d'autres brasseries. Et du coup, je lui mets un peu souvent le stop. Mais bon, voilà, c'est ces inspirations culinaires, pâtissières qu'on peut retrouver. Il vient de dire que faire un petit fraise basilic, ça serait très bien, mais en fait... Exactement, c'est un truc qu'on trouve assez régulièrement, quoi. Je vois un peu le genre. Peut-être que maintenant, en apprenant un peu justement ce milieu de la craft, en vous voyant ce qui se fait ailleurs, exactement, ça va peut-être le permettre de le guider et de proposer des choses intéressantes. Non maintenant qu'il tourne un peu en festival, il voit aussi ce que font les autres. Il dit bon, ça a été déjà fait, mais tiens, je peux twister avec ça. Et c'est ça qui est cool pour lui, c'est que même si niveau prod, au début, il ne pouvait pas trop contribuer. Maintenant, je l'ai formé, donc il est autonome au brassage depuis 3-4 mois. Au moins, il pouvait faire cette phase de recherche et développement. Et voilà, donc même s'il n'est pas du milieu ou autre, il n'était pas sur le banc de touche, quoi. Il contribuait quand même
à Mogwai Beer Company. Et d'ailleurs, dans nos premières bières, il y avait aussi une sour cassis mûr et poivron rouge. Oui. Et ça, c'est une association qu'il avait pu apporter. Et le poivron rouge, c'est un truc qu'on croise pas trop souvent. Non, en effet. Donc, on parlait de la pizza guédon qui était totalement barrée. Il y avait celle-ci qui était un peu différente et qui permettait aussi un peu de se démarquer, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que, là, tu t'évoquais qu'il y a eu plusieurs festivals sur la première année de lancement, tu as fait bière à Lille très tôt, il y a eu Metz, il y a eu Strasbourg, si je dis pas de bêtises, j'imagine, non? Non, pas encore? Non, c'est la première édition qu'on fera cette année. Ok, oui, c'est cette année que... Oui. Vu qu'il faisait partie de l'orga, justement, je le sentais, enfin, je voulais pas qu'il y ait conflit d'intérêt, justement. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver là, prochainement dans les festivals? Il y en a d'autres, donc de Strasbourg? Oui. On va avoir un mois de septembre particulièrement chargé. Je vais peut-être les communiquer, du coup, ceux-là sur Instagram, parce que je pense que l'épisode ne sera pas sorti à ce moment-là. Mais... Ouais, on sera au Nantes sous pression, on sera au Bière à Lille de nouveau, on sera au Strasbourg Craft Beer Festival, on sera à Nancy. Bon, c'est plus un peu pro et local, on va dire. On sera au Rouen Beer Days en novembre. Alors, en mars 2024, on sera au Saint-Malo. Saint-Malo. En janvier, on sera à Richemont-Bière aussi, pardon. Petit retour en arrière. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et entre-temps, il y a aussi plein de TTO à gauche, à droite. Et comme dit, on bourlingue pas mal pour faire des sessions de dégustation dans l'ouest, le sud-ouest et tout ça. Quoi. Donc, toute personne qui écoute le podcast mais qui n'est pas dans l'est de la France devrait quand même pouvoir assez facilement tomber sur vous à l'occasion d'un festival, d'un TTO. Il y a possibilité. Ouais, ok. Et pour les auditeurs qui veulent goûter des bières de chez Mogwai, on peut trouver ça où? Sur place, nous avons une petite boutique physique. On peut faire visiter la brasserie aussi, tant qu'à faire. On est distribué chez tous les cavistes de Strasbourg et puis un petit peu partout en France. On a aussi une boutique en ligne. Et sur le site internet, il y a une liste à peu près exhaustive des points de vente où on peut nous trouver. Donc quoi qu'il arrive, au pire des cas, pour des personnes un peu partout en France, il y a le site internet où vous faites de l'expédition. Exact, ouais. Et sinon, après, probablement dans les bons cavistes un peu partout en France qui peuvent s'approvisionner chez des distributeurs. Très bien. Et je pense que moi j'ai fait à peu près le tour. Tu voulais rajouter un petit mot pour la fin? Donau dam Schifffahrt Gesellschaft Kapitein Swift. Ok, je sais pas du tout ce que tu as dit et je sais pas si je vais devoir le censurer ou pas. Tu m'as demandé un mot, non? C'est le nom de notre OPF-Weizen. C'est le mot allemand le plus long qui existe chez eux. Très bien. Notre bière d'influence germanique, on a voulu la baptiser comme ça. Et ça veut dire quoi? C'est la veuve du capitaine d'une compagnie de bateaux à vapeur du Danube. Très bien. Tout simplement. Oui, tout simplement, évidemment. Ça coule de source, voyons. Bon, super. Merci beaucoup Gaël pour m'avoir accueilli à la brasserie. Avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt. De toute façon, je pense que nous, on se recroisera à Nantes sous pression. Parfait, à bientôt. Et à bientôt à tous nos auditeurs pour un prochain épisode. Au revoir. Salut. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles.